Les réseaux sociaux de plus en plus restreints, l'information on ne peut plus contrôler, les chaînes de télé, la presse diffuse la pensée unique, la corruption bat son plein et la manipulation par l'inversion est de mise. Oui, c'est bien une descente aux enfers que nous vivons en France, mais bon, hein, après la pluie, le beau temps, évidemment, je veux dire par là qu'il y a une solution, une alternative et non violente pour endiguer tout cela. CNTF, CH, qui s'exprime par cette émission La France Libre. Soyez les bienvenus. Bonsoir Philippe, bonsoir Bruno, bonsoir Christiane, bonsoir Iota et bonsoir à vous également qui nous regardez, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à toutes, à tous. Alors, je prolonge ce que tu viens de dire sur ce qui se passe sur la France. Simplement, à l'étranger, il y a des choses qui se passent aussi. Par exemple, il y a 340 000 hectares de prairies qui sont partis en fumée au Texas. Texas, c'est un des plus gros producteurs de bovins du monde, hein, tout simplement. Hein. Ça a baissé la production de bovines, justement, et ça annonce des pénuries à venir. Et il y a plusieurs dizaines de milliers de têtes de bétail qui sont d'ores et déjà décédées et qui n'iront jamais dans votre assiette. Même chose pour la Chine et la Mongolie qui sont congelées aujourd'hui quand on regarde une carte des températures. On est en dessous de zéro et bien en dessous de zéro. C'est la désolation chez les éleveurs. Donc on ne nous parle pas du réchauffement climatique, s'il vous plaît. Actu numéro 3, la France perd un quart de ses fermes en 10 ans. Donc sur les 10 dernières années, un quart des fermes ont disparu. Donc on savait déjà qu'il y avait une fermeture rurale depuis longtemps. Mais là, c'est en train de s'accélérer. Après la Catalogne, sur laquelle Bruno a eu un bon reportage, c'est la Pologne qui lutte contre l'invasion des produits ukrainiens en Pologne. Donc la Pologne aussi, les agriculteurs polonais sont de sortie en manifestation. Donc c'est toute l'Europe qui manifeste au niveau agricole. Et puis voilà, donc ce que je voulais dire en introduction, et je passe la main à d'autres qui peuvent rebondir, par exemple Christiane. Oui, bah déjà sur les céréales ukrainiennes remplies de pesticides et j'en passe et des meilleurs. Donc on empoisonne le monde entier avec ça. Sinon, ben moi je voulais parler du ministère de la Santé espagnol qui désormais a dû admettre qu'il n'y avait aucune base scientifique ou juridique pour la réglementation sur les masques pendant le Covid. Voilà, ça c'est dit. En France, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le dire. Sinon, on va revenir au climat, les fanatiques du climat. On veut nous faire croire que l'augmentation du niveau de CO2 constituerait une menace pour la vie sur Terre. Eh bien non, l'histoire montre que nous vivons en réalité une époque extrêmement faible en carbone. Comme il y a des données qui le montrent, hein, je ne peux pas vous les montrer ici. Il y a un graphique qui montre qu'il y a environ 500 millions d'années, cette valeur était de 600 parties par million, ça s'appelle ppm. Et donc, ça a baissé de plus en plus et maintenant on en est à 0,04%. Et plus il y a de CO2, plus la nature est verdoyante. D'ailleurs, moi, j'ai toujours appris que les arbres, ils consommaient du CO2 la journée et qu'ils faisaient de l'oxygène la nuit. Hein. C'est pas que les arbres, tous les végétaux. Et donc, si on arrive à 0,02% de CO2, il n'y a plus d'arbres, plus de vie sur Terre. Alors Christiane, je vais répondre tout de suite à ce que tu dis parce que tu as tout à fait raison et il y a même un élément très important qui a été reconfirmé, c'est qu'en fait, on nous a toujours fait croire que c'est les activités humaines qui augmentent le CO2 et que c'est le CO2 qui fait augmenter la température. Eh bien, c'est entièrement faux. On a découvert et on a vérifié par des constatations au niveau des carottes qui ont été prises dans les roches anciennes, on s'est aperçu d'une façon certaine maintenant que c'est la température qui augmente d'abord et qui fait augmenter ensuite le CO2, plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années plus tard. Donc si le CO2 a augmenté et continue d'augmenter actuellement, c'est parce que la température a augmenté avant. Donc ce n'est pas du tout dû à l'homme. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que les agriculteurs dont tu parlais, Christiane, sont aujourd'hui à Paris et à Versailles. Ils sont allés carrément à l'Arc de Triomphe à Paris, donc on les a laissés y aller apparemment, donc bravo, et aussi à Versailles. Et puis je voulais m'adresser aussi, comme dernière actualité, à tous ceux qui nous écoutent, à nos membres et à ceux qui sont sympathisants. Si vous avez, comme moi j'ai eu la chance de le faire il y a 2 jours, la possibilité d'aller sur des barrages d'agriculteurs ou d'aller constater des choses qui se passent actuellement, ben, on est tous plus ou moins des journalistes. C'est-à-dire que si vous avez des choses intéressantes à nous montrer, à filmer, eh bien, envoyez-nous les vidéos et on les passera dans les émissions. Éventuellement, vous viendrez d'ailleurs présenter vous-même la vidéo que vous avez tournée. Ça fait partie
de notre rôle d'information, parce que vous savez, comme on le dit depuis très longtemps, le rôle principal du CNTF-CH, c'est informer, informer et informer. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Alors, juste un petit aparté par rapport aux agriculteurs qui arrivent sur Paris. Moi, je suis quand même étonnée. Il faut se poser des questions. Faut pas rester. Quand les choses se font, il faut se dire que quand même, il y a quelque chose derrière. Quand le convoi de la liberté voulait aller sur Paris, ils ont sorti les chars. Là, c'est des agriculteurs avec des tracteurs, donc ils sont assez puissants. On sort rien. Donc, je me demande Enfin, je me pose des questions. Voilà, je vous laisse ça en interrogation. Bon, très bien. Eh ben, on va regarder l'actualité en images, en s'interrogeant évidemment. C'est Denis Agré, médecin urgentiste de retour. L'actualité en images tout de suite. Vous voyez cet ordre des médecins là, qui m'a enfin rendu ma carte là, début d'année. Ils savent très bien depuis juillet 2021 que tous ces vaccins ça fait des myocardites et que les myocardites aiguës, quand elles sont pas dépistées et traitées, ça évolue pas favorablement ni de manière bénigne comme ils ont pu rappeler dans la presse pendant des mois. Et ça c'est gravissime. Vous voyez, il y a une jeune fille qui s'appelle Marion Artaud, A-R-T-A-U-D. Faut aller taper dans Facebook. Elle passe dans des vidéos de la Société française de cardiologie en disant qu'elle était sportive de haut niveau, qu'elle a fait un arrêt cardiaque au 20e kilomètre dans un marathon à Montréal et qu'elle se retrouve à 25 ans avec un défibrillateur implantable. Mais est-ce qu'elle vous dit qu'elle avait eu des vaccins du Covid? Non. Puis il y a un autre monsieur là, dont j'ai appris l'existence récemment, qui s'appelle Sébastien, qui est à Marseille, qui a eu droit à 2 défibrillateurs implantables parce que le premier, a priori, ça n'a pas dû bien fonctionner, sur une myocardite vaccinale après 2 doses en août 2021. Voilà. On a des études qui s'appellent EPIPHARE, E-P-I-P-H-A-R-E. C'est une agence du gouvernement français qui a écrit depuis octobre 2021 qu'il y avait plus de risques de myocardite chez les 12 à 25-30 ans. D'accord ? Docteur Denis Agré qui, depuis quelques années, ne cesse de se battre et résiste. Et oui, la vérité finit par sortir au bout de quelques années. On commence à découvrir les choses d'une manière beaucoup plus évidente que ce qu'on voulait nous faire croire. Absolument. Alors bien souvent, on joue sur la quantité. Là, on a eu 2 exemples. Bon, 2 exemples sur on ne sait combien de gens qui ont été vaccinés. Alors si, on sait combien. Le problème, c'est que les statistiques sont truquées. C'est-à-dire que si elles devaient être produites, on s'apercevrait que c'est pas simplement 2 personnes qui ont été citées là à l'instant par le médecin Agré, monsieur le docteur Agré, mais que ce sont des centaines et des milliers de personnes qui ont été invalidées de par la vaccination. Voilà, et ça c'est pas dit. Voilà. Eh bien, il faudrait décider ce que nous allons faire à ce sujet-là. Les grèves et tout ça, ça ne sert à rien au niveau du vaccin. En plus, c'est déjà passé. Et finalement, on a peut-être une justice qui n'est pas comme elle devrait être, qui est corrompue, mais c'est quand même malgré tout par la justice qu'on va finir par régler ce problème, en tout cas pour protéger nos enfants, parce que je ne pense pas que nos gouvernements ont l'intention d'arrêter ni les masques, ni les vaccins, ni quoi que ce soit. Donc, le seul mouvement qui pourrait les faire réfléchir, c'est uniquement des mouvements en justice. Et alors, tant que j'ai la parole et pour répondre à Bruno, Bruno, je suis à Bruxelles et je n'ai pas été au barrage des agriculteurs. Par contre, les barrages des agriculteurs sont venus jusque devant ma porte. D'accord, ben c'est très bien. Ça montre Donc, que... pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé à Bruxelles, en fait, les agriculteurs sont entrés dans la ville, mais vraiment au cœur de la ville, puisque leur projet est toujours d'aller au Parlement. Et donc, ils sont rentrés dans la ville, ils ont aspergé avec des tas de produits que je ne citerai pas. Et donc, par contre, ce que j'ai pas compris, c'est que le soir, ils sont partis et il ne s'est rien passé de plus ni de moins. On ne connaît pas vraiment leurs revendications, si elles ont été écoutées, s'ils ont eu un contact avec le Parlement
on ne sait rien. Par contre, évidemment, on s'est tous bien amusés avec toutes les images qu'on a vues des policiers bruxellois qui avaient peur des camions et qui arrivaient avec des bennes et tout ça. Et donc, voilà, encore une fois, les agriculteurs, c'est la même chose. Quel est le combat? Quel est le réel combat que ces agriculteurs font? Est-ce que ce combat est à notre avantage ou à notre inconvénient? Eh bien, connaissant les États et l'oligarchie, évidemment, moi je dirais il y a quelque chose qui se cache là derrière. Et de ce côté-là, je ne pense pas que nous recevrons une bonne information, en tout cas cet été, pour l'agriculture. Alors, Iota, moi je pense de mon côté que il y a une différence à faire entre les agriculteurs indépendants qui manifestent parce qu'ils sont au bord du gouffre et les syndicats d'agriculteurs qui sont des gens qui font partie de l'oligarchie et qui touchent des très gros salaires. Donc c'est pour ça qu'il y a des coordinations agricoles qui se sont créées indépendamment des syndicats. C'est un petit peu comme à l'époque des Gilets jaunes. Et évidemment, je suppose que tu n'as pas vu Ursula von der Leyen sortir du Parlement pour aller parler avec les agriculteurs. Je pense que Non. son accueil aurait été encore plus difficile que celui qu'a eu Emmanuel Macron l'autre jour au Salon de l'agriculture. En fait, je dois dire, Bruno, que je me demande si elle en a quelque chose à faire de cette histoire, puisque c'est justement la période où normalement elle doit refaire un mandat. Et donc, elle est beaucoup plus préoccupée par le fait de si elle va refaire un mandat ou quitter que par le problème des agriculteurs, comme d'habitude. Ah, mais je la comprends parce que 30 000 euros par mois, quand même, on crache pas dessus. Hein. Oui, Oui, on la comprend, mais on la cautionne pas. c'est un minimum comme salaire. Hmm. À ce poste-là. Enfin bon, voilà, les deux, que ce soit les vaccins ou les agriculteurs, que ce soit des privatisations, des syndicats, des représentants, on voit très bien que la personne politique s'éloigne de plus en plus de son gouvernement. C'est-à-dire qu'elle a plein d'intermédiaires. Donc les représentants des représentants et on n'en finit pas. Et pour finir, eh bien, même l'élection, elle est perdue dans toute cette représentation qui est déjà calculée à l'avance. Voilà, mais je ne veux pas être défaitiste. Je continue à écouter vos nouvelles. C'est pour ça, Iota, qu'on va parler de quelque chose de beaucoup plus facile, de beaucoup plus simple que toute une représentation avec des tas d'échelons. On va parler d'un sujet qui est un des chapitres les plus importants du programme de la transition, du Conseil national de transition français Canal historique. Et je vais laisser Sylvain nous donner le sujet de ce soir. Oui, oui, absolument. Alors, je vais le lire textuellement. Comment vivre la démocratie au niveau local? Attention. Alors effectivement, Sylvain. Alors je vais prendre la parole pendant une toute petite dizaine de minutes, simplement pour donner quelques exemples de ce qui va pouvoir se faire. Mais pour ça, pour avoir plus d'informations, je vous dis d'aller sur conseilnational.fr, regarder le résumé de notre programme. La première chose, c'est comme Iota est avec nous aujourd'hui, en référence à ce qui s'est passé dans l'Athènes antique il y a 2500 ans, où on avait une ville de 80 000 habitants qui était autosuffisante et qui a inventé la démocratie. Alors on nous dit souvent, mais comment transposer ce système au XXIe siècle dans un pays de 68 millions d'habitants? Ben c'est simple, c'est en créant des unités locales qui sont multipliées au niveau national. Alors, pour prendre un exemple, on peut prendre la notion de commune. Dans une commune, actuellement, on a des conseils municipaux avec des maires qui sont élus. Eh bien, on va remplacer ça par des commissions municipales qui seront tirées au sort parmi les membres volontaires de la commune et qui seront non plus un conseil municipal, mais une commission municipale qui désignera, qui élira à l'intérieur même de cette commission un porte-parole qui sera le nouveau maire. C'est-à-dire que le maire ne sera plus qu'un porte-parole qui devra appliquer les décisions de la commission municipale. Et quand une décision importante devra être prise,
eh bien, on fera appel à l'assemblée citoyenne de tous les citoyens de la commune, qui se réuniront soit dans une salle polyvalente, soit dans un stade, enfin, comme ça se faisait à Athènes. Et puis, il y a d'autres formes de développement au niveau local. Si on prend l'exemple de l'énergie, tout le monde sait que quand on a des productions d'énergie qui sont disséminées dans tout un pays, au lieu d'avoir une seule centrale qui un jour peut tomber en panne, eh bien, on a une sécurité dans le réseau. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, soit au niveau de la commune, soit au niveau du canton, d'avoir une possibilité de rendre en autosuffisance totale, que ce soit au niveau énergétique ou au niveau agricole, la zone concernée. C'est-à-dire qu'on peut développer des énergies renouvelables, notamment mettre sur tous les toits des maisons ou des industries des panneaux solaires, qu'on peut aussi mettre en place, comme ça s'est passé donc sur l'île de El Hierro, donc au niveau des Canaries, par le travail qui a été accompli par Gunther Pauli, où il a réussi à rendre cette île totalement autosuffisante en énergie, en créant des systèmes avec panneaux solaires et la possibilité de pomper pendant la journée de l'eau de mer dans un bassin élevé et la nuit dans un bassin plus bas avec une turbine. Ça restitue l'énergie électrique quand les panneaux solaires ne fonctionnent plus. Et ça, on peut l'appliquer par exemple à des îles. Si les gouvernants actuels étaient intelligents, ils auraient pu l'appliquer à des îles comme Mayotte, par exemple, ou un certain nombre de territoires d'outre-mer, où on a la possibilité, avec tout le soleil qu'il y a, d'avoir une énergie pratiquement inépuisable et de donner l'autosuffisance à la population, parce qu'avec cette énergie, on peut produire aussi de l'eau dessalée, dessalement de l'eau de mer. On peut produire donc de l'électricité qui va servir, comme je viens de le dire, à faire remonter de l'eau dans un bassin plus élevé, ce qui fait que la nuit, on aura de l'électricité. Et donc, on peut arriver, avec des systèmes intelligents, à rendre autosuffisants des zones, que ce soit au niveau des îles, ou que ce soit, par exemple, dans un département, au niveau de chaque canton, au lieu d'avoir des grandes centrales, parce que, comme chacun sait, pour transporter de l'électricité sur 300 km, il y a des pertes aussi. Et puis, les lignes à haute tension, c'est pas très joli. Les éoliennes non plus. Donc, on peut réaliser un système de circuit court où tout se fait au niveau local et où on a une autosuffisance locale, comme le veulent aussi les gens qui parlent de la mise en place de villages autosuffisants, d'éco-villages. On peut aussi parler de localisme au niveau de l'agriculture, les circuits courts, c'est-à-dire du producteur au consommateur. Moi, j'ai un exemple en Catalogne où on a une entreprise qui est en fait une coopérative qui a été créée il y a 50 ans par des agriculteurs qui se sont réunis au niveau du canton, justement, et qui ont créé maintenant leur propre supermarché où ils vendent directement du producteur au consommateur. Ils vont maintenant jusqu'à aussi vendre de l'essence. C'est pour ça que en Espagne, actuellement, à l'endroit où je suis, on a l'essence la moins chère de toute l'Espagne. On a le litre de samplon 95 à 1,40 € parce qu'ils ont mis en place des circuits courts. Et donc, on peut le faire aussi au niveau de jardins potagers qu'on peut développer sur les ronds-points, permettre à tout le monde de pouvoir développer des jardins potagers qui permettent à n'importe qui a besoin de se nourrir de pouvoir aller se servir, remplacer des platanes le long des routes par des arbres fruitiers, par exemple, etc., etc. Ce sont des solutions qui permettent d'avoir une autosuffisance sur tous les plans. Si on combine ça aussi avec la possibilité d'améliorer les logements pour les rendre aussi autonomes en énergie, eh bien, on aura un pays qui sera complètement avec une répartition complète de zones autosuffisantes, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau énergie et que ce soit aussi au niveau citoyen. C'est-à-dire qu'on aura donc ces commissions municipales qui décideront d'une manière véritablement démocratique, comme ça se passait à Athènes il y a 2500 ans, de pouvoir faire fonctionner la vie en société d'une façon correcte. On peut aussi imaginer un guichet unique administratif au niveau local où chaque citoyen peut aller dans sa mairie et remplir toutes les démarches administratives qu'il devrait faire, alors qu'actuellement, on les oblige à aller à la préfecture faire des dizaines de kilomètres. Même chose pour le redéveloppement des petites lignes de chemin de fer qui avaient été fermées. Moi, je me souviens qu'il y a une centaine d'années, on avait dans les départements des petites lignes locales de chemin de fer qui permettaient à la fois d'être plus écologiques, de transporter des marchandises et de transporter aussi les citoyens
à bas coût et d'une manière, je dirais, écologique. Donc, c'est toute une série de choses, toute une série de techniques, à la fois au niveau politique, démocratique et local, et à la fois au niveau énergétique, au niveau agricole. C'est une manière de repenser complètement la vie en société, tout en utilisant les techniques récentes, les techniques modernes. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Il suffit simplement de respecter l'écologie et d'être clair et surtout de ne pas faire d'écologie punitive. Voilà ce que je voulais dire sur tout ça. Pour avoir plus d'informations, allez sur conseilnational.fr. Bruno, si vous permettez les autres, je veux intervenir sur le fait que tu parles du local. Et en fait, si par exemple on voulait une démocratie pour toute la France, on ne l'obtiendrait jamais. Qu'est-ce qui se passe dans un système démocratique? C'est que c'est toujours au niveau local que un exemple de démocratie peut être montré. Et donc, à partir du moment où un canton se débrouille très très bien dans son canton, eh bien, le voisin va le voir et à un moment donné, ça va partir comme un domino. Donc, c'est ça qui est bien dans votre projet, c'est que vous pensez commencer local. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre en démocratie, c'est qu'ils se disent, ah, comment amener toute la France demain à ce qu'elle soit en démocratie? Eh bien, c'est impossible. Donc voilà, je voulais encourager cette action, Bruno, que moi j'appelle toujours un programme pilote. C'est-à-dire que si un canton réussit à s'organiser, eh bien, il est déjà sur la voie du chemin de la démocratie. Surtout, IOTA, qu'on va supprimer les échelons inutiles, comme les communautés de communes et surtout comme les régions. Parce que en France, on avait la notion de département qui est une notion à l'échelle humaine et qui évite justement d'avoir des doublons et d'être obligé de faire des centaines de kilomètres pour aller à la préfecture de région, etc. Tandis que là, on a donc ce niveau local. Et bien sûr, il faut aller voir dans le programme du Conseil national de transition canal historique. On a après l'échelon départemental, où on a les commissions départementales, et puis après au niveau national, où on a les commissions nationales, mais qui sont toutes communicantes les unes avec les autres, parce que les commissions nationales sont composées de délégués qui viennent des commissions départementales, qui elles-mêmes reçoivent en remontant les informations et les propositions de loi qui viendront des commissions municipales. Donc on n'a plus une pyramide avec un chef en haut, on a un ensemble d'échelons horizontaux, mais qui communiquent entre eux. Tout à fait. Non. Je voudrais juste quand même préciser une chose, c'est que là on a un petit peu oublié l'aspect politique. L'aspect technologique, on n'a pas de doute sur le fait qu'on peut produire de l'électricité chez soi, hein, pourquoi pas en pédalant avec son vélo, ou par des moyens plus efficaces. Là n'est pas la question. C'est plus la question de l'autorisation qui va être donnée par un gouvernement quel qu'il soit, en l'occurrence le gouvernement français, de procéder de cette manière-là sans passer par la case taxe, sans passer par la case centralisation nationale de l'énergie. Voilà. Et c'est contre ça, en fait, à mon sens, qu'il faut aussi lutter. Et qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui d'envisager une lutte contre cette tradition de l'énergie distribuée par l'État et de l'énergie qui est un centre de paiement de taxes pour les Français vis-à-vis de l'État? Eh bien, c'est tout simplement que l'État a failli. Il a failli à plusieurs niveaux financiers. On est tous d'accord pour dire que l'État français est dans une situation financière extrêmement difficile. Il a failli au niveau technique, il a failli au niveau des solutions de toute nature, qu'elles soient médicales, qu'elles soient géopolitiques, j'en passe des meilleures. Et c'est une faillite générale d'un État qui ne sait plus se faire respecter, en tout cas autrement que par la coercition et en envoyant les canons. Donc à partir de là, à partir de ces constats, des gens du peuple comme vous et moi, eh bien, on va être automatiquement autorisés, en tout cas dans un premier temps moralement, à faire avec les solutions qui nous sont propres, vu que l'État n'est pas capable de nous aider, ce qui est pourtant son rôle essentiel. Donc, on va s'aider nous-mêmes et on va commencer et on verra bien comment ça se passe. Alors, effectivement, créer de l'énergie dans une île, c'est bien, à condition que l'île soit pas plate comme un dessus de main, comme on disait, parce qu'on pourra pas appliquer la technique de Monsieur Gunther Pauli, qui est géniale par ailleurs, mais qui est complètement adaptée je dirais la topographie des lieux, c'est-à-dire une île avec une montagne dessus, quoi. Voilà. Alors, il va falloir Attention, il y a d'autres.
Oui, alors Mais attention, il y a d'autres solutions. Il y a d'autres justement, solutions que les bassins. Il y a des moyens de conserver l'énergie avec de l'air comprimé, avec des sels fondus, etc. Il y a d'autres techniques. Hein. voilà, désalinisation d'océans, etc. Il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais si on les référence pays par pays, zone par zone, et si on fait venir Monsieur Paoli ou quelqu'un qui lui ressemble pour trouver une solution locale qui va bien et que tout le monde est content, à ce moment-là, on n'a plus besoin de l'État, hein, puisque l'essentiel des taxes que nous payons, c'est sur l'énergie justement. Hein. Donc il faut bien être conscient de ça aussi. Hein. Donc qu'est-ce qui va faire qu'on va continuer à faire État, à faire nation, si on décentralise l'essentiel de ce qui aujourd'hui représente les taxes, c'est-à-dire l'énergie. Voilà. Et il n'y a pas que l'énergie, mais il y a d'autres choses. Alors Philippe, je t'interromps encore une fois, mais toujours pour aller dans le bon sens. Il est bien évident que tout comme pour la monnaie, qui sera à la fois au niveau national, mais qui pourra aussi être une monnaie un peu locale comme la June, il est bien évident qu'il y aura toujours besoin de centrales énergétiques comme les centrales nucléaires actuelles ou d'autres centrales, mais qui sont des centrales plus importantes. Ça n'empêche pas d'avoir le localisme, mais il faudra bien avoir des grosses centrales aussi pour l'industrie, pour faire fonctionner les usines, etc. Donc l'un n'empêche pas l'autre, il y aura les deux. Alors, en matière de production électrique, le localisme existe déjà sur certains territoires. Hein. Il y a des régies qui exploitent l'électricité produite localement, notamment avec les chutes d'eau et avec les conduites forcées, ce qu'on appelait autrefois des conduites forcées, c'est-à-dire des chutes d'eau canalisées. Et ça produit de l'énergie, ça produit de l'électricité, et la région, en l'occurrence, est autosuffisante. Ça existe déjà, sous des formes différentes, mais il va falloir, de mon point de vue, institutionnaliser tout ça, ce qui avait été le cas d'ailleurs à la fin des années 40, lorsqu'on avait créé la CNR, par exemple, la Compagnie nationale du Rhône, pour justement créer de l'énergie. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a tout laissé tomber tout ça. Les solutions locales, on les a laissé tomber pour une solution majeure qui est celle de l'atome et qu'on doit partager avec les autres pays. Et on voit où ça nous a mené. Le gigantisme nous a mené dans l'impasse aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'on paye nous Français plus cher que les étrangers notre propre énergie. C'est quand même une folie. Et en plus, on s'aperçoit qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde et qu'il aurait fallu commencer d'autres filières qui n'ont pas été démarrées. Voilà. Donc, que font nos énarques, que font nos polytechniciens? On se demande. Ils doivent penser à des choses autrement plus intéressantes que ça. Mais si c'est le cas, on va se passer d'eux de toute manière parce qu'ils ne nous servent à rien. Bien. Écoutez, moi, je vais essayer en 3 minutes là de faire la synthèse, enfin pas la synthèse, mais dire que c'est bien beau ce que vous dites, hein, c'est génial. Par contre, il faut y arriver à la transition. Et donc, pour y arriver, nous mettons des actions en œuvre, et notamment des actions basées sur le droit en action. Donc, je vais pas vous rappeler ou brièvement qu'il n'y a plus de constitution, que les peuples avaient voté non en 2005 au référendum, qu'on a bafoué la voix du peuple et que par conséquent, toutes les lois, y compris le fameux article 4 limitant la liberté d'expression, sont illégitimes et ne nous concernent pas. Donc, de même pour la loi qui permet la réquisition des personnes et des biens pour la mobilisation au niveau militaire, tout est nul. Donc, c'est nul, n'empêche qu'il faut quand même le faire valoir que tout est nul, parce que pour l'instant, ils font comme si tout était normal. Donc, nous devons permettre l'arrestation des citoyennes, des usurpateurs de fonction publique. Les ministres, députés, ce sont des usurpateurs de fonction publique qui occupent l'appareil d'État sans droit ni titre. Et tous ceux qui leur obéissent aussi sont des usurpateurs par défaut. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut que les forces publiques agissent et arrêtent ces personnes en se basant sur l'article 73 du Code de procédure pénale. Ils n'ont pas besoin d'ordre de leur hiérarchie, ils peuvent agir. Donc, nous avons un document dans conseilnational.fr qui s'appelle Force publique, libérez-nous. Vous pourrez aller le voir pour voir le détail. Et donc, nous avons nous devons permettre aux citoyens de dénoncer la forfaiture, les crimes et délits en agissant au titre de droit de résistance à l'oppression selon l'article 2 de la DDHC, des déclarations de droits de l'homme et du citoyen. Et comme les y oblige, le code pénal, je vous en avais déjà parlé, c'est l'article 434.1 et 434.2 du code pénal
qui dit que si vous dénoncez pas les crimes et délits, vous pouvez avoir une peine de 3 ou 5 ans de prison, 45 000 euros ou 75 000 euros d'amende. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va se constituer procureur du peuple, nous, les citoyens lambda, et envoyer des mises en demeure de ne plus appliquer les mesures liberticides. J'abrège un peu, hein, les mesures liberticides. Donc, le CNT est informé de l'action citoyenne d'envoi anonyme des mises en demeure, car c'est lui qui reçoit les AR. Ainsi, les citoyens prennent conscience avec ces documents du pouvoir qu'ils ont, parce que nous avons le pouvoir de changer les choses. Vous connaissez, je vais pas vous raconter l'histoire du centième singe. Vous savez que c'est pas le nombre qui compte. Eux, ils sont pas nombreux. Ils arrivent à imposer leur volonté sur toute la sur le monde entier. Donc, c'est à nous maintenant de faire basculer les choses et de faire changer la pression du peuple. Quand elle sera plus forte que celle auxquelles ils sont habitués, eh bien, ça va changer. Les forces de l'ordre se mettront de notre côté. D'où, Christiane, le rôle que nous avons d'informer à la fois toute la population et aussi les oligarques ou les gens qui travaillent pour les oligarques, afin qu'ils prennent conscience qu'on va dans le mur en continuant de cette manière-là et que les choses puissent changer. Donc, pour plus d'informations, envoyez un mail à contact.info@conseilnational.fr pour, si vous voulez, comprendre l'action, savoir ce qu'il faut faire et comment on peut y arriver. Et nous continuerons à vous informer dans 3 photosynthèses. Bah oui, on a parlé CO2 au début de l'émission, donc je me permets également de continuer dans ce sens-là, hein. On se retrouvera juste après le week-end, après le petit mot de Philippe aussi. Oui, juste pour que tu nous rappelles que nous sommes également un organisme qui a besoin de subsides et que si des personnes veulent faire des dons, eh bien elles sont bienvenues et sur le site contact.info@conseilnational.fr, il y a possibilité de faire des dons. Voilà. Oui, nous sommes indépendants, nous ne sommes à la mode de personne, donc évidemment, c'est grâce à ça que nous permettons de faire des émissions, etc. Grâce à votre générosité, merci mesdames et messieurs, merci Philippe, merci Christiane, merci Yota, merci Bruno, merci à vous également. Donc comme j'ai dit, 3 photosynthèses, donc on se retrouve lundi aux alentours de 19h, excellent week-end.